Salut et bienvenue à votre épisode sur le syndrome de stress post-traumatique. Vous vous souvenez quand nous avons commencé sur les notions de base, il y avait plusieurs notions et plusieurs cas relatifs à la santé mentale. Et donc, ce programme qui est une série de présentations sur les notions de base relatives à la santé mentale aborde plusieurs sujets. Et dans cet épisode, nous parlons du syndrome de stress post-traumatique. Et l'objectif de toutes ces présentations, c'est d'améliorer la santé mentale des nouveaux arrivants grâce à l'éducation et aux services communautaires. Je ne saurais poursuivre sans exprimer ma gratitude au nom de United Culture of Canada Association avec laquelle je travaille, que ce projet a été rendu possible grâce aux généreux dons du service de soutien à la famille et à la communauté. Et moi, je suis Salaman Yamego, votre host. Je suis conférencier motivateur, consultant en stratégie et management, formateur en leadership, développement personnel, mentor et éducateur communautaire. La clause donc de non-responsabilité, comme dans les précédents épisodes, fait encore cas, je vais le mentionner ici, c'est de dire que ni moi, Salaman Yamego, le présentateur, encore moins UCCA, n'est tenu responsable pour toute perte ou dommage en raison de la confiance accordée directement ou indirectement à ce contenu. Le contenu que je présente est juste élaboré dans le seul but d'éduquer le public et de fournir des informations de base sur certains problèmes de santé mentale courants. Alors, de quoi s'agit-il? Nous parlons du syndrome de stress post-traumatique. Quelle est la définition? Comment on peut définir cette notion-là? Donc, le syndrome de stress post-traumatique, c'est un trouble de santé mentale qui est déclenché par un événement terrifiant, soit en le vivant, soit en étant témoin. Et les symptômes peuvent inclure des flashbacks, comme je l'ai déjà mentionné dans mes épisodes précédents, des cauchemars, une anxiété sévère, aussi des pensées incontrôlables sur l'événement. Donc, le SSPT est particulièrement présent, pertinent dans le contexte actuel pour plusieurs raisons. Il y a la sensibilisation donc, et le diagnostic accru, il y a le conflit et le traumatisme au niveau mondial, il y a l'impact même qu'on reçoit au regard des événements sociaux, il y a des éléments aujourd'hui qui attestent que la crise de santé mentale prend de plus en plus de l'ampleur, et il y a aussi les pandémies qui jouent un rôle important sur ces situations de troubles, de stress post-traumatique. Comment comprendre cela? Donc, parfois, on est exposé à un environnement, à un événement, comme je l'ai mentionné, événement traumatique. La personne était exposée à la mort ou à une menace de mort ou des blessures graves ou à des violences, ça peut être des violences sexuelles, des violences physiques, des violences ou des menaces où la personne a vécu directement cet épisode traumatique où la personne en a été témoin et les symptômes, entre autres, qui peuvent se manifester à la suite de là, ce sont des souvenirs pénibles, des souvenirs récurrents, des souvenirs involontaires et intrusifs dans la vie de cette personne-là qui a vécu, qui a été témoin. Et il y a aussi les rêves, des cauchemars dont on a mentionné, il y a des réactions et la personne, en plus de flashbacks et des cauchemars, va s'isoler. Et puis il y a une détresse intense au niveau psychologique. Autre élément pour comprendre, c'est, comme je dis, l'isolement, l'évitement. Donc, la personne évite, la personne fait l'effort de ne pas se retrouver dans ce contexte, même si il y a d'autres éléments qui reviennent encore à la charge. Et il y a l'altération des moyens, l'altération négative, donc des moyens cognitifs ou l'altération donc de l'humeur de la personne, les sauts d'humeur, la personne a peur et la personne a cette méfiance, ce qui est tout à fait normal dans la vie de tout un chacun de nous, mais quand ça prend un effet beaucoup plus
profond et beaucoup plus étendu. Entre autres, autres comportements, c'est par exemple la colère, l'hypervigilance, les troubles de sommeil, problèmes de concentration, réactions et puis des sauts d'humeur à la limite exagérés. Donc, comme j'ai dit, ce sont des symptômes qui durent pendant longtemps et qui sont étendus, beaucoup plus vastes. Et quand une personne fait face à cette situation, on le sent. Et les spécialistes peuvent tout de suite faire ce diagnostic-là. Quels sont les symptômes? Bon, je suis toujours dans ces éléments de symptômes-là. C'est les souvenirs récurrents, les flashbacks, les cauchemars, les détresses émotionnelles, les réactions physiques et, entre autres, comme je l'ai déjà mentionné, l'évitement bien sûr le changement de la pensée, des humeurs et tout ça, l'irritabilité, la diminution de l'intérêt pour les activités, l'état émotionnel négatif qui est persistant. Donc, le diagnostic, comment on fait le diagnostic? Le diagnostic se fait à travers une évaluation clinique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des professionnels qui le font. C'est pas, voilà, ce sont des professionnels dans le domaine qui font ce diagnostic. C'est qui est fait à partir d'une évaluation psychologique approfondie par un professionnel de la santé mentale qui comprenant un compte rendu détaillé des symptômes de la personne et de l'événement traumatique. Donc, ce n'est pas une personne dans la rue qu'on voit qui fait un diagnostic. Et les personnes utilisent des critères pour pouvoir faire le diagnostic. Il y a des règles à respecter, comme les règles DSM-5 pour les situations de syndrome de stress post-traumatique. Il y a des outils d'évaluation et puis il y a des éléments qui permettent de faire des déductions. Et au fur et à mesure, on élimine certaines suppositions, certaines idées reçues pour pouvoir atteindre à la conclusion, pour pouvoir tirer une conclusion qui est valide. Bien sûr que quand on fait ce diagnostic, il y a plusieurs troubles, il y a plusieurs types donc des syndromes de stress post-traumatique. Il y a les troubles d'humeur et en cela, on a les troubles dépressifs majeurs, on a les troubles bipolaires qui est le syndrome post-traumatique qui peut survenir en même temps que d'autres sauts d'humeur de troubles bipolaires, bien que cela soit moins fréquent avec le trouble dépressif majeur. Le trouble dépressif majeur, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment profond, c'est une tristesse persistante, une perte d'intérêt et des sentiments de culpabilité ou d'inutilité. En plus de cela, le deuxième type de trouble, c'est le trouble anxieux. Les troubles anxieux, ce sont les troubles d'anxiété généralisée qu'on appelle TAG et les troubles de panique. Et aussi, en plus de cela, il y a les troubles d'anxiété sociale. Peur intense des interactions sociales et d'être évalué, d'être jugé négativement par les autres personnes. Les troubles liés à la consommation d'autres substances, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, et ces personnes-là finissent par se retrouver dans une situation de ce syndrome de stress post-traumatique. En plus de ces troubles-là, il y a les troubles de personnalité. Troubles liés donc à la personnalité qui est limite et une personne peut aussi être complètement antisociale. Et donc, il existe un certain chevauchement, bien sûr, entre l'impulsivité et les difficultés avec la loi ou les normes sociales. Quand, par exemple, la personne a des troubles donc, de personnalité. Autres troubles qui sont liés à l'anxiété, c'est le trouble obsessionnel compulsif que nous avons déjà vu dans d'autres épisodes. Et il y a le trouble de stress aigu, TSA, dont j'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents. Bien sûr qu'il y a entre autres, hein, bien sûr, le trouble de sommeil, l'insomnie, trouble de cauchemar et il y a autres éléments évidents. Au niveau donc de ce syndrome, entre autres troubles, il y a le trouble à l'alimentation, ça peut être l'anoxérie euh, mentale, la boulimie nerveuse, et il y a aussi des problèmes de santé physique, des troubles du déficit de l'attention et d'hyperactivité.
Quelles sont les réponses par rapport à cette situation? Comment est-ce qu'on peut aider? Bien sûr que le premier élément, c'est après le diagnostic médical, il y a des réponses au niveau physiologique et puis psychologique au traumatisme. Donc les réponses psychologiques, ce sont des peurs que le médecin va pouvoir diagnostiquer. C'est le processus donc de processus de diagnostication. Donc, ce sont les peurs, l'impuissance, l'horreur, la confusion, la dissociation qui peut être et avoir également un sentiment donc de lourdeur, d'engourdissement ou de détachement de soi ou de l'environnement. Il y a les réponses physiologiques, c'est la réaction de sursaut accru, trouble de sommeil, changement d'appétit, les différents éléments dont on a déjà mentionné. Quels sont les facteurs à risque? Les facteurs à risque, ce sont les facteurs liés aux antécédents familiaux. Il y a une certaine prédisposition génétique, des marqueurs génétiques spécifiques ou des traits héréditaires peuvent aussi prédisposer ou prédestiner un individu aux troubles de troubles de stress post-traumatique après avoir subi un événement traumatique. Il y a les facteurs environnementaux, exposition répétée à des situations de traumatisme, le manque de soutien social et le traumatisme secondaire qui est que la personne qui est dans cette situation n'a pas, disons, bénéficié du soutien donc, des professionnels. Les facteurs du syndrome de stress post-traumatique, encore on continue, c'est dire qu'il y a les problèmes donc liés à la santé mentale antérieure, il y a les traits de personnalité et l'âge au moment même du traumatisme, ça peut être important. Il y a au niveau du genre, on dit que les femmes sont statistiquement plus susceptibles de développer un syndrome de stress post-traumatique que les hommes. Et en plus de cela, donc, les personnes qui font face à cette situation ne bénéficient pas donc de mécanismes d'adaptation efficaces. Les personnes, par exemple, qui font face à la toxicomanie, qui font face à une situation de tremblement de terre, qui n'ont pas bénéficié donc de soutien adéquat, peuvent continuer à manifester des éléments qui conduisent à cette situation de syndrome de stress post-traumatique. Comment alors on le gère? Il y a les stratégies, il y a plusieurs stratégies. Entre autres stratégies, ces stratégies d'auto-assistance. C'est les techniques de pleine conscience et de relaxation. Des pratiques comme la méditation, la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive qui peuvent aider à gérer l'anxiété et le stress. Il y a l'exercice régulier, c'est d'avoir une vie saine, un style de vie sain, entre autres pratiquer des activités physiques et choisir un mode de vie sain, maintenir une alimentation équilibrée, dormir suffisamment, éviter l'alcool et les drogues. Aussi, entre autres, c'est qu'il faut pratiquer la journalisation. C'est écrire ses pensées, ses sentiments. C'est aussi un moyen thérapeutique de pouvoir exprimer ses émotions et de pouvoir faire des progrès. Et il y a les techniques, j'allais dire techniques d'ancrage, qui sont des techniques donc de respiration pour pouvoir donc se dissocier complètement, se détacher complètement de ces pensées négatives et de ces pensées qui nous disent qu'on est inutile, on n'y arrivera jamais, alors que tout ça, c'est possible de surpasser et d'être guéri. Il faut encourager, entre autres stratégies, c'est encourager la capacité d'adaptation proactive et puis aussi la résilience. Se fixer des objectifs réalistes, avoir des objectifs. Et il faut aussi avoir des affirmations positives. Il faut se dire que oui, on traverse des moments difficiles, des moments de turbulence, et il faut remplacer ces pensées-là négatives par des déclarations positives et des affirmations. Construire un réseau de soutien. Comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, il faut avoir un réseau de soutien. Ça peut être la famille, ça peut être au travail, ça peut être des amis, ça peut être à l'école, et développer aussi des passe-temps et des intérêts qui nous permettent de nous détacher un peu de ces situations donc, de difficultés. Et en savoir, si vous voulez en savoir plus sur cette maladie, ben, il faut aussi demander l'aide donc de professionnels.
Donc, le système de soutien, comme je l'ai déjà mentionné, il y a la famille, il y a ce qui peut aider pour le soutien émotionnel, nous encourager à s'éduquer, nous encourager à créer un environnement sûr pour pouvoir parler de ces sujets qui sont parfois des sujets tabous, mais dont beaucoup de gens, malheureusement, font face. Mais vu que ce sont des sujets tabous, oui, qui touchent à la personne, à l'être, les personnes, la plupart des gens ne veulent pas en parler. Donc, il faut créer un environnement sûr et aider à établir un sentiment de sécurité pour que cette personne puisse s'exprimer, pour aider cette personne à s'en sortir. Quelles sont les ressources qui sont disponibles? Bien sûr que, comme les autres présentations, il y a des ressources qui sont disponibles. Ce sont des lignes d'assistance, ce sont des groupes de soutien, ce sont des services donc de santé mentale, les centres communautaires, bien sûr, et aussi il y a des ressources en ligne, il y a des matériels pédagogiques comme des livres ou des brochures pour pouvoir prendre des informations utiles pour aider des personnes ou même pour s'aider soi-même si il se trouve que c'est soi-même qui fait face à cette situation-là. En conclusion, il faut dire que le syndrome de stress post-traumatique est un trouble complexe et multiforme, mais il peut être traité bien sûr grâce à une combinaison de thérapies de professionnels, de stratégies d'aide ou d'entraide et de systèmes de soutien. Comprendre ces éléments-là permettent donc de sensibiliser, d'éduquer, d'en parler, de ne pas en faire un sujet tabou. Et le message à retenir est qu'il y a un message d'espoir. Avec des recherches aujourd'hui continues, avec la sensibilisation accrue, la guérison, il y a une voie vers la guérison si il se trouve qu'on fait face à un syndrome de stress post-traumatique. Ce sont des situations qui ne sont pas impossibles à guérir. Donc, il faut demander de l'aide, il faut toujours demander de l'aide, et j'allais dire encore en troisième position, alors, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et c'est vraiment important. Et parlant d'aide, il y a des numéros, si vous connaissez, ou si vous faites face à cette situation, il y a des numéros à appeler. C'est le 911 ou c'est le 988 qui est une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a d'autres aides disponibles qui sont listées sur ce slide, que ce soit spécifiquement pour les jeunes, jeunesse, j'écoute au 1-800-668-6868. Pour terminer, je dirais que je tiens à remercier United Culture of Canada Association pour ce programme qui est un programme très important. Et ce United Culture of Canada Association offre des consultations gratuites à Free Psychological Counseling @ucca.ca. Et aussi, vous pouvez visiter le site web. Et mon nom, c'est Salaman, je suis votre host et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis merci et à très bientôt.